Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Mesdames et messieurs, retour à l'antenne et nous sommes en direct aussi avec notre deuxième intervenant et pas le moindre, et c'est quelqu'un de renom, reconnu à l'échelle internationale. Monsieur Abdelrahman Dahman, l'ancien conseiller du président de la République française Nicolas Sarkozy. Monsieur Abdelrahman Dahman, bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Bonjour à toi et à tous les auditeurs de Radio Pluriel. Merci infiniment. Comme vous l'avez bien compris, notre émission de ce jour est dédiée à la stratégie sécuritaire algérienne. Après le passage de M. Youssef Mchria qui a parlé de l'expérience algérienne suite à la visite de M. Le Drian à Alger pour la mise éventuellement en application ici sur le sol français, sauf qu'on a bien compris comme quoi il y a déjà une application algérienne et marocaine et d'autres pays sur la gestion de l'islam en France et que tout ça est avoué à l'échec. Comment vous voyez-vous cette stratégie sécuritaire algérienne ? Écoutez, le problème, il faut rappeler qu'il y a un Maghreb. Il existe, et dans ce Maghreb, il y a deux pays très importants sur le plan politique, diplomatique et économique. C'est d'un côté le Maroc et de l'autre côté l'Algérie. L'Algérie a été le pays qui a donné une révolution anticoloniale exemplaire dans le monde entier, avec bien sûr le soutien inconditionnel du Maroc et de la Tunisie, pour ne parler que ces deux pays. Cet exemple-là, a fait de l'Algérie le pays de la révolution, le pays qui donnait un exemple au monde entier. Ce n'est plus le cas. Et nous avons le Maroc aussi qui a donné, dans son temps, bien avant, un exemple contre la lutte anticoloniale. Et je ne rappelle que le roi Mohammed V, qui a souffert, qui a été exilé à Madagascar, qui est revenu avec un grec et qui a fait du Maroc aussi un pays reconnu pour sa lutte anticoloniale. Ces deux pays ont traversé des moments que nous pensons sincèrement désespérants en ce qui concerne le terrorisme. Alors l'Algérie, je le dis sincèrement parce que je peux vous dire avec témoignage des uns et des autres, nous avons lutté contre le terrorisme pendant 10 ans. Ce terrorisme en Algérie a tué plus de 250 000 personnes, égorgées, femmes, enfants, etc., en Algérie, et n'en parlons pas les disparus et qu'on n'a jamais retrouvés.
Le Maroc aussi a subi des attaques de terrorisme, notamment en Atlas, etc., et pas mal de trucs, mais ça n'a pas pris l'ampleur qu'a eu l'Algérie. Nous avons lutté ici en France, et j'en suis l'un des responsables et l'un des leaders de toutes les manifestations à travers la France, et y compris à la place de la République, contre le terrorisme. Alors, jusque-là, c'est l'histoire, c'est le témoignage, et que ce témoignage est là, est vivant, et il est encore présent. Plusieurs de mes amis doivent m'écouter actuellement au téléphone, et ils le savent, ces jours où on passait à République, Bastille et partout à travers la France, à Lille, à Strasbourg, à Lyon, à Marseille, où tout le monde était uni, Algériens comme Marocains, comme Tunisiens, étaient avec dans cette lutte contre le terrorisme, contre cet islamisme criminel. Moi, je me permets même pas de parler d'islam et d'islamisme. Le mot islam et islamisme ne doit pas être utilisé en ce qui concerne le terrorisme, en ce qui concerne le crime. Parce que le Coran, dans le Coran, pour ceux qui connaissent le Coran, pour ceux qui connaissent le vrai islam sunnite du Maghreb, quand je dis le Maghreb, Maroc, Algérie, ici, c'est un islam de paix, c'est un islam qui a lutté contre le colonialisme, mais contre tous les colonialismes, aussi bien turcs que d'autres. Hein. Il n'y avait pas eu que le colonialisme. Il ne l'a pas fait au nom de l'islam. Il l'a fait au nom de la démocratie, au nom des droits de l'homme, au nom de la dignité des peuples. Les peuples algériens, marocains, tunisiens ont leurs leaders, ceux qui se rappellent des grands leaders du Maghreb et qui vivaient en France et qui se battaient pour comme Messal El-Haj, comme Allah El-Fassi et tant d'autres. Hein. Alors, maintenant, certains, ce que j'appelle aujourd'hui tireurs de pente, puissent nous parler du Maroc d'une façon vulgaire, etc. Moi, je ne comprends pas. Lorsque j'entends un ministre, un espèce de vaurien, je le dis parce que je le connais très très bien, lui et son fils qui vit actuellement à Lille, et qui insulte le peuple marocain, et qui insulte l'État marocain, je lui dis, réfléchis un petit peu. Il y a deux États. L'État du Maroc, le peuple marocain, la monarchie, c'est 4 siècles et 70 ans. 4 siècles et 70 ans de Alaouite. La plus vieille dynastie du monde. Il y a un respect historique, il y a un respect d'un homme politique. Lorsqu'on parle d'un État, il faut respecter son histoire et son ancienneté. Et il y a un autre État qui a 50 ans. Il n'y a pas eu d'État algérien qu'à partir de ça. Et qui est aujourd'hui devenu la poubelle avec, je dirais, avec l'actuel président de la République, qui s'appelle Bouteflika, qui est né à Oujda, qui est né au Maroc, dont la mère était Tayyaba fil Hammam, à Oujda, connu, et qui se permet de laisser un ministre critiquer le pays de sa naissance. Là, je ne suis plus d'accord. Alors, l'exemple, quand on dit l'exemple de la lutte contre le terrorisme, avec l'arrivée d'un certain ministre des Affaires étrangères, ce n'est pas ni le premier ni le dernier, hein, que nous avons vu au Maroc, en Algérie. Lorsqu'on dit que cet État a fait un truc, alors rappelons une chose, historiquement, le seul président de République dans le monde entier qui a amnistié les terroristes du GIA et du FIS, ceux qui ont égorgé 250 000. Il s'appelle Bouteflika. Le roi du Maroc, que ça soit Hassan II, que ça soit le M6, oui. que ce soit M6, ils n'ont jamais amnistié un criminel, quel qu'il soit. Il faut le dire, il faut que les Algériens prennent conscience qu'il y a eu un terrorisme au Maroc qui a été éradiqué complètement, peut-être pas totalement, parce qu'il existe toujours des points de terrorisme, mais il n'a pas amnistié.
Et nous avons un président de la République mourant sur une chaise, alors, qui amnistie les pires criminels du monde entier, ces islamistes qui ont tué, égorgé des enfants. Rappelez-vous ces massacres de Relizane, d'Alger et dans toute l'Oranie qui étaient là, égorgés par des gens au nom de l'islam. Cet homme-là n'a aucun respect de ma part parce que je n'ai pas cru un seul instant un homme qui sait ce que c'est le monde politique parce qu'il a été ministre des Affaires étrangères. Et le voilà qui amnistie des criminels. Ou, pour ma part, ou c'est un malade, et on le voit qu'il a été un malade, parce que pour amnistier ceux qui ont tué les enfants du peuple algérien, alors quel exemple? Ce monsieur, quand il nous parle, c'est un exemple de eh bien le terrorisme aujourd'hui. Si nous avons du terrorisme, et nous l'avons combattu en France, et il vient d'Algérie, il ne vient pas d'ailleurs. Il ne vient pas d'ailleurs. Ne parlons pas, non, ne faisons pas la confusion entre ces délinquants, ces petits rigolos, que ce soit à Bruxelles, d'origine marocaine, algérienne ou tunisienne, et qui du jour au lendemain, au nom de l'islam, ils prennent un marteau ou ils prennent un couteau et ils veulent tuer au nom de je ne sais quel islam. Là, ne parlons pas de ça, ça c'est des délinquants. Mais là, le plus grand délinquant pour moi, le plus grand, celui qui a fait circuler actuellement le terrorisme dans le monde, il s'appelle M. Bouteflika, qui leur a permis de prendre le pouvoir. Pour garder le pouvoir, écoutez, je vous cite un seul exemple. L'émir Zitouni est actuellement à Alger avec d'autres, en garde-corps, ils se sont enrichis, ils ont fait de l'argent à gogo et ils peuvent armer à n'importe quel moment des terroristes. Ça, je ne peux pas le pardonner à M. Bouteflika et je dis à tout Algérien qui a un peu de dignité et qui a l'histoire de ses parents dans leur tête, parce que nous avons tous nos parents qui se sont battus pour l'Algérie, qui sont morts. Et moi, quand je parle comme ça, je sais que M. Bouteflika ne peut rien contre. Pour une raison très simple. Il sait qui sont mes parents, il sait quelles sont ma famille qui a lutté avant lui, pour la libération de l'Algérie, et même depuis le 19e siècle. Alors, sachons une chose. Arrêtons de tirer sur un pays pour se donner une image de marque. Monsieur Le Drian n'a aucune chose à faire, si ce n'est de consolider les 6000 contrats signés avec l'Algérie, de Total à d'autres. 6000 contrats qui rapportent de l'argent à la France et qui ruinent de l'autre côté l'Algérie, parce que tout l'argent, les milliards d'Algérie sont mis en Suisse, en France, à Paname, par monsieur Bouteflika et son frère, et en plus, tous les corrompus, ministres ou pas, que ce soit pas Ali Haddad, que ce soit pas Alors, avant de critiquer le voisin, il faut voir ce qu'il y a chez nous. Justement, alors, c'est Abdelrahman, juste une question, parce que là tout à l'heure, j'ai ici Youssef Mchria, on a parlé de cette histoire, comment l'Algérie a lutté contre le terrorisme. Il a dit comme quoi l'Algérie a lutté sur deux plans. Un, premièrement, le théologique, mais surtout l'économique. Cela veut dire, je lui ai posé la question, est-ce que sur le plan économique, les jeunes Algériens ne sont pas nombreux au chômage? Il m'a répondu avec l'affirmative. Donc, si M. Youssef Mchria, qui est le conseiller du ministre de culte, des affaires religieuses algériennes, me donne la confirmation comme quoi, tout simplement, il y a du travail pour les jeunes Algériens, il y a un problème là. Écoutez, cher ami, je vais vous dire une chose. Il ne m'apprend rien. Il a été conseiller d'un ministre qui est aussi voyou que le président de la République algérienne. Alors, c'est pas à moi qu'il va apprendre ça. Il y a des milliers de jeunes qui sont au chômage. La preuve, il suffit de voir tous ces jeunes qui s'embarquent dans une barque 40, 50
pour traverser la Méditerranée et débarquer soit en Grèce, soit en Italie, soit en France, et la moitié meurent et sont mangés par le poisson de la Méditerranée. Ça, je l'invente pas. C'est les presse, c'est la presse, c'est les télévisions, etc. Comment veux-tu, quand tu es bien dans ton pays, que tu trouves du travail, comment tu peux aller à la mort dans une barque? Ça n'existe pas. Nulle part dans le monde. Hormis les Boot People, si vous vous rappelez, en 1975, ces Vietnamiens qui fuient Saigon parce que les Américains les ont abandonnés et ont perdu la guerre avec Ho Chi Minh. Moi, je me rappelle, en 75, je recevais, j'ai donc pris des enfants vietnamiens dans les lycées, dans les collèges, etc. Mais quel est le pays? C'est la même chose, hein. Il n'y a pas que l'Algérie. Moi, je ne veux pas aussi en français. Il y a aussi des chômeurs au Maroc, il y a aussi en Tunisie. Oui, et tous ces jeunes-là, s'il y avait un État qui construisait des usines, qui donnait les moyens aux jeunes, je ne veux pas nier. Vous savez, je fais une critique objective. Qu'en Algérie, il y a eu l'ANSEJ. Il y a eu des milliards de données aux jeunes, mais on leur a donné pour leur dire de se taire. On leur a donné pour faire des usines, ils ont été acheter des voitures, et maintenant, c'est-à-dire un crédit qu'ils ne peuvent plus jamais rembourser. Au lieu de faire quelque chose de scientifique, disons, bon, allez, nous avons de l'argent pour vous, vous allez créer des entreprises, mais vous n'aurez cet argent qu'une fois que l'entreprise est arrivée sur papier, et à ce moment-là, le compte est ouvert, et vous allez faire soit de la plomberie, soit de mathématiques. Non, on fait venir des Chinois, 90 000 Chinois travaillent en Algérie, qui font de la construction, mais tout à fait, qui n'a rien à voir avec le style maghrébin. Vous les connaissez, ces HLM bidons de boîtes de sardines. Et les jeunes, on leur donnait pour se taire, pour ne pas. Sauf que maintenant, il n'y a plus de milliards. Il n'y a plus d'argent à donner. L'ANSEJ, c'est terminé. Alors maintenant, on va voir la deuxième révolte. La révolte des jeunes. Parce qu'il y en a qui ont compris. Traverser la Méditerranée pour venir vivre dans les rues, sur les cartons. Moi, je vois de ma fenêtre ces jeunes qui sont là, qui mangent, qui attendent la soupe du secours populaire. Le soir, une soupe, un yaourt et une pomme. Et le soir, ils s'endorment dans les trottoirs. C'est les Africains, les Noirs, Justement, c'est Abdelrahman, parce que ce que vous êtes en train de dire, je viens de l'écouter hier, hein, donc ce n'est pas longtemps, c'est hier que je l'ai écouté. Il y a un journaliste français, je crois, il s'appelle M. Cerdan, qui a parlé de cette affaire de l'Algérie. Il a parlé effectivement de cette affaire de comme quoi il n'y a plus d'argent à distribuer et comme quoi il y a un risque réel, comme quoi il y a une révolution de jeunes. Et le pire, ce n'est pas ça. Il a parlé d'autres éléments qui sont un petit peu, pour moi, c'est du nouveau, hein, pour moi. Il a parlé comme quoi on assiste à des changements d'un général, d'un agent, comme à la période soviétique. C'est quoi tout ça? Je ne comprends pas. Non, comprenez une chose. Il y a un état de corrompus et de voleurs. D'accord. Qui s'est constitué autour de Bouteflika. Bouteflika est un homme mort, cliniquement, tout ce que vous voulez, il est là. Il a un frère qui est un voyou de catégorie qu'on voit de temps en temps à Montparnasse avec des enfants de voyous, comme lui, comme son frère. Et ils ont fait quoi? Il se trouve qu'aujourd'hui, dans le monde et toute l'Afrique, et je suis le témoin sur la Mauritanie, etc., où j'étais, c'est que maintenant, les coups d'État militaires ne sont pas reconnus. Et personne l'armée ne peut plus faire un coup d'État ou faire un coup de force, etc. L'armée, elle reste dans ses casernes, que ce soit en Algérie, que ce soit au Maroc, et vous connaissez l'histoire du Maroc, comme moi, et que ce soit en Tunisie, on ne fait plus de coup d'État parce qu'ils savent que ni l'Occident et le monde entier n'acceptera pas, y compris l'Afrique. Alors, à partir du moment où un homme politique entouré de voyous connus, des voyous connus, aussi bien des ministres que des fameux patrons. Vous avez vu, lorsqu'on parle des patrons en France et aux États-Unis, c'est des hommes
d'une culture et d'une technicité remarquable. C'est pas un homme qui ne sait même pas parler le français, on le met président du patronat français, monsieur Ali Haddad, qui n'a aucune culture, il a un certificat d'études, et il a pris des milliards, et le voilà qu'il dirige l'économie. Soyons sérieux, soyons sérieux. Nous avons les meilleurs spécialistes de l'économie, aussi bien au Maroc, en Algérie qu'en Tunisie. Et ils sont au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique, en Hollande, que je connais. Nous avons quand même la fierté d'avoir à Rotterdam un maire d'origine marocaine. Je n'invente pas. Je vais en Hollande et je regarde. Alors, et ce n'est pas un idiot, c'est un type qui a une culture, etc. Alors, comment un pays qui a les meilleurs économistes connus dans le monde, y compris reconnus, je vous donne un exemple. Aux États-Unis, il y a un homme qui dirige la santé, plus de, je sais pas, de milliards des États-Unis. C'est un homme qui est d'origine algérienne, qui s'appelle Zarhouni Lies, dont les origines sont d'Agadir. Bon, pour vous dire que qu'on connaît très bien. C'est magnifique. Oui, mais Zarhouni, sa famille, elle vivait à Agadir. Je peux vous dire, dans il était ministre de l'Intérieur, donc que je connais, et qui lui est né donc. Le père était gendarme au Maroc, puis en Tunisie, etc. Bon, regardez, alors donc à partir de là, on va nous dire il n'y a pas de technicien. Monsieur Bouteflika, qui a un niveau de première des lycées, de lycée Omar Doujda, n'a pas le niveau de ces gens-là, qui sont des économistes. Alors il a une espèce de haine, il a une espèce de mépris contre tous ceux qui ont une connaissance profonde. Et là, l'armée ne peut pas faire de coup d'État parce que maintenant c'est illégal, c'est non reconnu. Bon, l'armée est restée dans ses casernes, elle laisse faire. Et comment vous voyez la solution, si le peuple, moi c'est très simple, la seule solution, c'est une véritable révolution. Ils ont su prendre les armes le 1er novembre 1954 contre le colonialisme. Il faut qu'ils prennent... Écoutez, le Togo se révolte contre des dictateurs et contre ceux qui veulent... Le Togo, hein, actuellement, je peux vous dire une chose, ça bouge. Alors, c'est toute l'Afrique qui doit bouger contre ces dictateurs, contre ces voleurs. Et le peuple algérien peut faire. Écoute, je le dis, et ce n'est pas un truc. Lorsqu'à Josema, des Marocains ont vu qu'il n'y avait pas, il n'y a pas lieu de continuer à voir des voyous les diriger et leur imposer, ils se sont révoltés. Le roi du Maroc a eu le courage de mettre les 6 ministres dehors, les techniciens, et à vie. Et à vie. Il faut reconnaître. Voilà. Mais maintenant, qu'on soit ou non monarchique, soit ou non royal, il faut reconnaître ce qu'a fait après le Maroc, les Saoudiens. Ah. Oui. Comme par hasard, l'Arabie Saoudite, elle l'a fait après le Maroc, hein. Faut pas rêver. C'est le Maroc qui a donné ce non, les corrompus ne passeront pas. Et moi, j'estime que l'Algérie, c'est ce qu'elle aurait dû faire. Et Bouteflika, s'il était un bon président, il aurait éliminé tous ces voyous, parce qu'il a du monde. Quand tu sais qu'il y a plus de 15 000 médecins d'origine maghrébine, algérienne, marocaine et égyptienne qui gèrent les hôpitaux français, qui soignent les Français. Et que dans nos hôpitaux, les gens meurent. Et il n'y a pas de médicaments, ni de chimiothérapie pour les gens. Et les gens pleurent pour pouvoir trouver un visa et venir en France se soigner. Non et non. Et seule une bonne révolution, elle peut ne pas être violente. Il suffit que les rues soient pleines de monde en disant non, nous voulons la démocratie et les choses peuvent changer. Rien ne changera avec les pourris, rien ne changera avec la corruption, rien ne changera avec un homme qui a amnistié les criminels.
C'est Abdelrahman, on est arrivé presque à la fin de cette émission. J'aimerais bien, de votre part, un dernier mot. Je sais très très bien que vous avez un deuxième rendez-vous, vous devez partir et vous avez pris le temps de rester avec nous en ligne. Je tiens à vous remercier à titre personnel. Sachez-le que l'émission Arc-en-Ciel est ouverte à chacun et toute personne qui souhaite rebondir ou échanger avec nos intervenants. Il a la bienvenue. Nous sommes dans un cadre de débat crédible, mais surtout débat démocratique. Oui, c'est Abdelrahman. Oui, je vous Voilà, écoute. donc un dernier mot, s'il vous plaît, avant la fin. Alors, la seule chose, c'est que moi, je demande à notre communauté, ici, en France, qui a tous les droits, qu'on est dans un pays de liberté, de démocratie, où chacun peut dire ce qu'il veut, pourvu qu'il n'attaque pas la vie privée d'un autre citoyen. C'est de s'unir, c'est de mettre dehors tous ces voyous qui sont à la tête des mosquées et qui s'en remplissent les poches, c'est de mettre fin à des gens qui courent pour être reçus par les ministères, alors qu'il y a des musulmans qui n'ont pas de quoi manger, et les vieux, par exemple, les Chibani dans des foyers, etc. Et nous n'avons vu aucun, ni Dalil Boubaker, le grand recteur de la mosquée de Paris, qui ne connaît pas un mot de l'islam et encore moins du Coran, ni Miroun Khalil, que tu connais, qui est un truc, nous les avons jamais vus passer, visiter les foyers où il y a des Marocains, des Algériens, des Tunisiens. Ce n'est pas que et même des Africains. Appel lancé. Et je voudrais que tous les musulmans s'unissent pour rendre service à ces vieux, à tout, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur religion, qu'ils soient chrétiens comme le Secours populaire, etc. et tout. Alors, moi, j'aimerais que tous les musulmans s'unissent pour renforcer la démocratie et surtout, c'est une honte lorsque j'étais à l'étranger, j'apprends que pour manifester contre le terrorisme, ils étaient 25, alors que nous sommes 7 millions. Eh oui. Eh bien, c'est une honte. Et ça ne m'étonne pas qu'on nous attaque et qu'on nous dit, vous n'allez pas. Nous, on était des centaines et des centaines contre le terrorisme en Algérie. Soyons des centaines et centaines de République Abbassie, à Lyon et partout, des comités contre le terrorisme, pour un islam démocratique, pour un islam de tolérance, pour un islam qui est ouvert à tout le monde. Voilà ce que je dis à la communauté musulmane. Mais je ne peux pas vous laisser partir sans avoir votre avis sur quelque chose qui m'a touché à titre personnel, qui touche beaucoup de monde actuellement, et surtout cette affaire de la Libye, ce retour de l'esclavagisme. Alors je vais vous dire une chose. Je vous prie. Les responsables de cette situation sont ceux qui ont tué Kadhafi et ceux qui ont détruit la Libye. Moi, j'ai été en Libye en 2005, j'ai été reçu, y compris par Kadhafi, etc. Et j'ai vu ces Africains qui vivaient très bien. Et j'ai vu ces Marocains qui vivaient très bien. Des Tunisiens qui vivaient très bien. Des Égyptiens, 90 000 personnes. Tout le monde vivait bien et il n'y avait pas d'esclavage. Il y avait une liberté, qu'il soit dictateur, qu'on n'aime pas sa façon de faire, mais il n'y avait pas d'esclaves. Alors moi je dis une chose, les responsables, c'est l'Occident qui a tué un homme qui finalement, aucun Libyen ne travaillait. Ils avaient tous un salaire. Mais il accueillait des Maliens que j'ai vus, des Camerounais, des Sénégalais, et j'ai vu ces Africains heureux et vivant dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui on va pleurer et on va accuser la Libye. Eh bien, soyez conscients, mes amis. Moi, j'ai connu la Libye en 2005. J'ai même rencontré Sifl Islam. J'ai même voyagé. Et je le dis et je le répète. Dans le même avion qui nous a amenés de Tripoli à Tombouctou. Et j'ai vu le président Kadhafi, même si je n'ai aucune amitié pour lui, je l'ai vu distribuer des sacoches de dollars à des chef d'État africain à Tombouctou. Oui, je l'ai vu donner de l'argent à toute l'Afrique. Je l'ai vu avec sa carte africaine sur le cœur, où il a voulu faire des choses pour l'Afrique, mais il n'y a pas eu d'esclaves. Alors, ce n'est pas des Libyens
qui font l'esclavage, ce sont d'autres. Et la responsabilité, comme je l'ai dit à l'époque, et vous l'avez dans YouTube, Bien sûr. j'ai quitté exactement la même année, le même mois, quitté mon poste de conseiller pour l'affaire de l'islam et pour l'affaire de Kadhafi, alors que j'étais avec Sarkozy. Monsieur Abdelrahman Dahman, l'ancien conseiller de Monsieur le Président de la République, Nicolas Sarkozy, merci infiniment de cet éclairage fort intéressant. Et vous êtes la bienvenue quand vous le souhaitez dans l'émission Arc-en-Ciel. وتحية صادقة من عبد اللطيف الصدقي et Radio Pluriel. Allez, à bientôt. À très bientôt. مع السلامة سيدي. Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-Ciel au cœur du Maroc. Arc-en-Ciel, la chronique. Arc-en-Ciel info. Arc-en-Ciel animation festive. Arc-en-Ciel au cœur du Maroc.